Nous sommes ici à l'angle entre la rue David Gradis et la rue Paul Broca. Ici, nous avons la continuité historique du phénomène du racisme. D'abord, David Gradis, armateur négrier, qui s'enrichit grâce à la traite des Noirs, qui arme des bateaux, qui sont partis en Afrique, acheter des captifs africains pour les vendre en Amérique. Et bien de l'autre côté, vous avez Paul Broca. Il fait partie de ceux qui, au 19e siècle, ont tenté de justifier scientifiquement le racisme. Selon Paul Broca, médecin bordelais, honoré d'ailleurs à l'université de Bordeaux par un amphithéâtre à son nom, selon Paul Broca donc, la masse de l'encéphale des Blancs étant supérieure à celle des Noirs, c'est ce qui explique que les Blancs sont supérieurs aux Noirs. Donc on a ici une continuité historique. Nous ne pouvons pas comprendre le racisme d'aujourd'hui si nous ne faisons pas ce recul historique. Si nous ne voyons pas que depuis le Code noir jusqu'à aujourd'hui, nous avons des mêmes techniques de brutalisation des corps des Noirs qui continuent encore d'exister. Est-ce qu'il faut changer de nom? La rue Paul Broca doit changer de nom? Pour nous, le changement de nom, la débaptisation ou bien des panneaux explicatifs, tout sauf l'indifférence. Pendant ce temps-là, ce mercredi 10 juin, 5 plaques ont été posées pour rappeler les traces de l'esclavagisme à Bordeaux dans des rues portant les noms d'anciens armateurs négriers. C'est l'une des conséquences directes du mouvement Black Lives Matter. Dénoncer les symboles du racisme sur les murs de France, c'est le combat que mène Carfa Diallo depuis plus de 20 ans. Le racisme est extrêmement présent aujourd'hui dans la société française. L'ampleur des mobilisations du Black Lives Matter depuis quelques semaines le montre assez. Eh bien, il y a dans cette ville une concentration extrêmement importante de signes de ce passé qu'aucun Français ne veut plus aujourd'hui. Il y a une vingtaine de rues, de places qui honorent effectivement des personnalités dont la fortune, dont la prospérité s'est faite sur les Africains et sur leurs descendants. Vous avez aussi ici sur cette place ce qu'on appelle des mascarons créoles. Ce sont ces visages qui sont sculptés dans la pierre. Et si vous regardez un tout petit peu, celui qui est à l'extrême gauche et celui qui est à l'extrême droite me ressemblent un tout petit peu. Ce sont des visages avec des traits africains. C'était une véritable mode architecturale au XVIIIe siècle. Les Bordelais étaient très fiers de marquer dans leur pierre le souvenir de leur propriété dans les colonies. Les Noirs faisant partie des biens que les Bordelais avaient. La ville de Bordeaux est le deuxième port négrier français. Le port négrier, ce qu'il définit, c'est le commerce triangulaire. C'est-à-dire que les bateaux quittent l'Europe, Bordeaux par exemple, vont en Afrique acheter des captifs africains à un certain nombre de chefs corrompus qui sont complices du système et vont vendre ces esclaves-là en Amérique et revenir d'Amérique avec les produits coloniaux. Ça, c'est le port négrier. Et en France, Nantes est le premier port négrier. 1700 bateaux ont quitté les rives de la Loire et ont fait le commerce triangulaire. Bordeaux est le deuxième port négrier. 500 bateaux ont quitté Bordeaux. On a à Bordeaux une bourgeoisie qui a fait sa prospérité sur le sang, la sueur des Africains et de leurs descendants. Et c'est une bourgeoisie qui a eu beaucoup de mal à reconnaître ce passé-là, à faire sa place dans les référents culturels, dans les référents politiques, en termes d'intégration et de lutte contre les discriminations. C'est une question qui a très longtemps été taboue à Bordeaux, d'autant plus que dans la traite négrière, on peut identifier qui sont les négriers, mais Bordeaux a surtout été un port colonial. Et dans le cadre du commerce colonial, c'est toute une ville qui s'enrichit. Et donc c'est globalement beaucoup d'une partie de la population qui a bénéficié de ce commerce. Et donc il est très difficile d'identifier précisément qui a fait quoi. Et donc il y avait une chape de plomb, une responsabilité un peu collective, une culpabilité sur la ville. Et donc progressivement, les habitants et la municipalité ont avancé sur ces questions. Et aujourd'hui, on peut dire que le déni est levé. À l'image de la statue du marchand négrier anglais Edward Colston, renversé à Bristol, les symboles des personnages accusés de racisme sont dénoncés partout dans le monde. Il y a un aspect que nous n'avons pas suffisamment pris en compte, un aspect que ces mobilisations contre les violences policières et contre le racisme est en train de prendre en compte, c'est l'aspect de la trace et des symboles du racisme sur l'espace public. C'est fondamentalement l'espace public qu'il faut aujourd'hui décoloniser. Des rues comme Bordeaux, ici, des villes comme Bordeaux, des villes comme Nantes, comme La Rochelle, comme Le Havre, un quartier comme Biarritz, un quartier comme la Négresse à Biarritz. Toutes ces villes françaises sont des villes aujourd'hui qui portent les traces du racisme. Pendant des décennies et des décennies, nous avons accepté que ces symboles du racisme continuent à exister dans nos villes. Eh bien, cette jeunesse française aujourd'hui, cette jeunesse du monde, elle comprend véritablement que la décolonisation, elle passe aussi par ces symboles du racisme sur les murs de nos villes. On l'a vu en Martinique,
En Martinique, des jeunes militants ont déboulonné les statues de Victor Schœlcher. On l'a vu à Bristol avant-hier. Des militants ont également déboulonné la statue d'Edward Colston. On voit que partout, les jeunes du monde entier lèvent les yeux, regardent leurs murs, regardent les rues de leur ville et se rendent compte qu'ils n'avaient pas suffisamment regardé, qu'ils n'avaient pas suffisamment vu ces symboles du racisme, qu'ils veulent que ces symboles du racisme soient expliqués, que ces symboles du racisme soient débaptisés pour la plupart.